Alors, pour comprendre le rapport du monde orthodoxe qu'on a qualifié de assioniste au sionisme et à la création de l'État d'Israël, il faut déjà revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Très en arrière même, d'accord. On va revenir à la destruction du Second Temple. Le peuple juif part en exil et depuis ce moment-là, il ne pense qu'à une chose, c'est à revenir. Dans tout le monde juif, qui est à l'époque seulement un monde pratiquant, on prie pour revenir, on espère revenir, on s'endeuille à Tisha B'Av. Et tu dis à n'importe qui pendant presque 2000 ans les mots Eretz Israël, il a déjà ses yeux qui brillent. D'accord? Et ça va être vrai dans le monde de la Torah pendant toutes ces générations. Par exemple, dans les années 1200, les Baalé à Tosfot vont s'organiser pour monter en Eretz Israël. Alors pourquoi pas tout le monde le fait? Parce que c'est très dur. Certains diront que c'est Pikwar Nefesh, d'accord? Ça veut dire que si c'est pour essayer de monter en Eretz Israël, mais mourir en chemin ou mourir en arrivant là-bas parce que c'est une terre qui est totalement désolée, alors oui, on est anous, d'accord? On est dispensé de cette mise-là, on ne peut pas la faire. Mais en tout cas, on a toujours voulu, et donc le monde orthodoxe, le monde haridi, le monde de la Torah, a toujours été, si on veut, sioniste. Alors attention, sioniste, il faut définir. Sioniste, on va le définir ici par pour le retour du peuple juif à Sion. D'accord? Au XXe siècle, le mot sioniste va prendre une autre connotation, une connotation politique, avec le sionisme politique de Théodore Herzl. Et là-dessus, bien sûr, qu'il y aura débat. Mais si on prend la racine du mot, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pour ou pas le retour du peuple juif à Sion, il n'y a aucun débat pendant très longtemps. D'ailleurs, les élèves du Gaon de Vilna, dans les années 1800, s'organisent aussi pour monter en Eretz Israël. Ils vont eux aussi assécher des marécages, essayer de faire de l'agriculture. Et si on leur demandait mais pourquoi est-ce que vous êtes venus, ils vont te dire nous on prépare la Géoula, on prépare la royauté du Mashiach, on prépare la construction du Beth Amikdash, d'accord? C'est pour ça qu'ils sont revenus. Et c'est vrai dans tout le monde haridi, lorsque tu dis Eretz Israël, directement le cœur s'enflamme. Et les élèves du Gaon de Vilna, on est 60 ans avant la naissance de Herzl. Pareil, dans les années 1880, on va avoir un groupe de juifs orthodoxes, Chovevet Tzion, qui vont aussi s'organiser pour revenir en Eretz Israël. Donc, si vous voulez, le monde orthodoxe dans son ensemble n'est absolument pas contre revenir en Eretz Israël. Certains, bien sûr, vont te dire c'est pas le moment, il ne faut pas revenir tous ensemble, comme on a vu, comme une muraille. Certains vont se baser sur cette Gemara donc tout vote. Certains vont dire il faut attendre que le Mashiach arrive. Et donc, l'idée de revenir en Eretz Israël pour pratiquement tout le monde est quelque chose de positif, quelque chose de souhaitable, et certains même donc, font le pas et essayent d'y arriver. Mais il va y avoir une cassure au XXe siècle qui va un petit peu complexer la donne. C'est la création du mouvement sioniste politique de Théodore Herzl, qui va être en grande partie laïque. Alors, lui-même, Théodore Herzl, n'est pas un grand pratiquant, mais il est très loin d'être anti-religieux. Au contraire, il a beaucoup d'émotions quand il rentre dans une synagogue. Dans beaucoup de ses pièces qu'il écrit, il parle du Beth Amikdash et il souhaite d'ailleurs faire rentrer les orthodoxes dans le congrès sioniste. Mais avec lui, beaucoup sont non religieux, voire même anti-religieux. Certains vont vraiment lutter pour que la Torah ne prenne pas de place dans ce nouveau projet de sionisme, de retour du peuple juif en Israël, mais sans la Torah. Et c'est justement ça qui va déranger le mouvement orthodoxe, le mouvement haridi, qui se voit comme le détenteur de la Torah depuis des centaines d'années, et ils ont raison, d'accord? Sans le monde haridi, on n'aurait pas aujourd'hui tout ce patrimoine de Torah. Sans toutes ces personnes qui ont voué leur vie à la Torah, on n'aurait pas aujourd'hui le monde de la Torah qu'on a. D'ailleurs, parenthèse, sans le monde haredi, on n'aurait pas non plus le sionisme, parce que c'est finalement le monde de la Torah qui va prier vers Jérusalem 3 fois par jour, demander le retour des exilés, etc. Et les premiers sionistes non religieux s'inspirent en vérité de cette identité, même s'ils la rejettent. Au final, quand ils veulent faire un État, quand ils veulent revenir chez eux, on parle d'Eret Israël. C'est les mêmes personnes qui vont refuser l'Ouganda. D'accord? Donc, sans le savoir et même en rejetant la Torah, finalement, le sionisme s'inspire clairement du monde de la Torah. En tout cas, il va y avoir une brisure et si on remet les choses dans le contexte historique, c'est très très compréhensible parce qu'on est à l'époque de l'émancipation, énormément de juifs
quitte la religion. Et en vérité, s'émanciper, rejeter la Torah et être sioniste, eh bien, ça va un petit peu ensemble. Et donc, le monde qui se voit comme étant le gardien de la Torah, le détenteur de la Torah, a très peur et se dit, je ne peux pas collaborer avec cette association sioniste qui est non religieuse, qui est non liée avec la Torah, voire même qui est dangereuse pour l'avenir du monde de la Torah. Et c'est tout à fait sourçable, hein. On a des citations dans Pirkei Avot, Al titraber la racha, d'accord. Donc si on a quelqu'un qui est anti-Torah, qui est contre la Torah, on n'a pas le droit de se lier avec lui. On peut bien sûr définir qu'est-ce qui est considéré comme racha ou pas, mais je veux dire, il y a une logique de se dire je ne collabore pas avec quelque chose qui va être dangereux pour le monde de la Torah. Et même s'il lutte pour avoir un État, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et ce qui est quelque chose dont on a vraiment besoin, il y a beaucoup de pogroms, il y a beaucoup de persécutions, si c'est pour avoir un État qui m'enlève tout mon lien à ce qui est réellement vital au monde de la Torah, alors je ne prends pas le risque. Les pogroms, on y est habitué. La Shoah, elle est encore loin. On ne s'imagine pas qu'un État pourrait sauver le monde juif. Donc, on peut vraiment comprendre cette réaction du monde orthodoxe, même si on peut se dire, mais avoir un État, avoir une armée, faire de la politique, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau et quelque chose qui n'est pas dans la Torah. C'est-à-dire, si on lit le Tanakh, d'accord, on a David Améler, on a des guerres, on a des rois, on a des problèmes politiques, donc on peut se dire, bon, voilà, on est habitué à ça. Le problème, c'est que le Tanakh, ça fait très très longtemps, et que ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, et qu'en galoute, notre but, c'est de protéger le monde de la Torah qu'on connaît, surtout le monde de la Halacha, ce qui a marqué dans la Gemara, que lorsque on sort en galoute, Akadosh Baruch Hu, finalement, va se résumer dans les 4 amot de Halacha, et ça, on veut le protéger à tout prix. On n'est pas du tout sûr que ce qui est en train de se passer, c'est le début de la Géoula. Et donc, on a cette réaction-là de se désolidariser, de se mettre de côté et de créer, en fait, en 1912, un mouvement qui s'appelle Agudat Israël, dont le but va justement être de garder la halacha dans ce retour en Israël. Alors, il y a un très beau texte du Rav Kook dans Oroth qui explique un petit peu ce phénomène quand il parle de la lutte entre Yaakov et Esav. Il y a marqué comme ça que Yaakov s'est battu avec l'ange d'Esav toute la nuit et qu'au petit matin, finalement, il l'a vaincu, mais il est quand même sorti en boitant de cette lutte. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique? Que la nuit, c'est la galoute, et que pendant toute la galoute, pendant toute cette période sombre, Yaakov, qui est le nom de Am Israël en galoute, d'accord? Am Israël peut avoir 3 noms. Yaakov, c'est le nom d'Am Israël en galoute. Yisraël, c'est lorsqu'il est sur sa terre au niveau national. Et Yeshurun, lorsqu'il fait son rôle au niveau universel. En tout cas, Yaakov se bat avec l'ange d'Esav pendant toute la galoute. Et c'est quoi Esav? Esav représente le Olam Hazé, d'accord? C'est-à-dire la nature, ce qu'on voit. Esav, c'est la guerre, c'est la politique, c'est ce monde-ci. Et pendant toute la galoute, Yaakov va se battre contre ça pour rester lié avec quelque chose qui n'est pas seulement du ressort de ce monde-ci, mais qui est aussi spirituel, qui me lie avec le divin. Et on va énormément se battre pour ça. Alors, au petit matin, à la fin de la galoute, on va gagner, très bien, mais on ressort en boitant. Alors, c'est quoi boiter? Boiter, c'est un déséquilibre. Il y a un certain déséquilibre qui nous affecte. C'est quoi ce déséquilibre? C'est d'un petit peu trop lutter contre ce Olam Hazé, même au moment où c'est plus vraiment la peine. D'accord? Et donc, en fait, on va rejeter en bloc les concepts d'État, d'armée, etc. parce que ça ressemble à Esav. Il y a pas mal de midrashim comme ça, hein, que David Améler, par exemple, il était aussi Admoni. D'accord? On traduit par roux, comme Esav en tout cas. Pareil pour Yosef, les frères de Yosef se disent Yosef il ressemble un petit peu trop à Esav et donc on va le vendre, le rejeter, il n'est pas de chez nous. Okay, c'est un déséquilibre comme ça que lorsqu'on s'est trop habitué à combattre quelque chose, et c'était très bien, c'est-à-dire il fallait le combattre pendant la galoute, si on ne l'avait pas combattu, on aurait été exterminé. Seulement, à la fin de la galoute, il y a un petit déséquilibre qui passe, hein, il va passer, c'est-à-dire que Yaakov après, il boite, mais après, on ne nous rappelle pas qu'il boite. Donc, c'est quelque chose qui va passer, mais à la fin de la galoute, il y a un petit déséquilibre comme ça de
de continuer à se battre alors que finalement, c'est plus vraiment Esav. C'est plus vraiment Esav, ça commence à devenir David Ameller, ça commence à devenir Yosef, ça ressemble beaucoup, hein, c'est la guerre, c'est les armées, c'est les États, mais cette fois, c'est l'État d'Israël. Ça peut être positif en tout cas, mais pour l'instant, on est encore très très prudent et donc on se bat contre ça. Alors, malgré cette prudence, malgré tout, en 1948, lorsque l'État d'Israël est créé, finalement, même dans le monde orthodoxe, il y a quand même une joie et une reconnaissance. J'ai un autre voisin et ami qui lui enseigne à la yeshiva de Hebron, yeshiva haredite, et il m'a dit comme ça que au début de la création de l'État d'Israël, les Haredim ont été même pensé que ce serait la Géoula. Beaucoup en tout cas, jusqu'à ce que viennent certains dirigeants, certains Gdolim, et calment un petit peu. Comme par exemple le Chazon Ish qui va dire l'État d'Israël, c'est un sourire d'Akadosh Baruch Hu après la Shoah. Mais pas plus que ça. Ne pas penser que c'est la Géoula. Pareil pour le Rav Mibrisk, encore plus. Malgré tout, à Poniovitch, par exemple, tous les Yom Ha'atzmaut, on va pas faire le Hallel, mais on va mettre un drapeau d'Israël. Et alors, encore plus en 1967, ça va s'accentuer lorsqu'on récupère Yerushalayim et le Kotel. Dans le monde orthodoxe, ce sera clairement vu comme quelque chose de providentiel. Et justement, donc mon ami m'a dit qu'à la Yeshiva de Hebron, à Yom Yerushalayim, ils font pas le Hallel, mais ils mangent des glaces. C'est une sorte de manière de dire, c'est pas un jour comme les autres. Il faut quand même reconnaître, voire remercier. Et donc, ce même mouvement Agudat Israël qui s'est désolidarisé en fait au début du sionisme politique, à partir de 1948, va rentrer dans le gouvernement israélien. Donc, tout en gardant une prudence, mais il va quand même collaborer pour essayer justement de garder le plus possible la halacha dans ce nouvel État d'Israël. Et donc, c'est un rapport un petit peu ambivalent. On n'est pas complètement contre, idéologiquement. On est contre certains phénomènes, comme le phénomène de vouloir lutter contre la Torah en Eretz Israël, ça c'est sûr, et on va se battre contre. Mais on va collaborer lorsque on pense que ça peut être positif pour l'avenir du peuple juif, l'avenir du monde de la Torah. Et donc, étant donné que ce n'est pas un rapport vraiment idéologique, parce qu'il y a très peu en fait qui étaient idéologiquement anti-sionistes, et assez peu d'ailleurs qui étaient idéologiquement très sionistes, donc c'est la grande majorité. Donc en fait, c'est un rapport qui est selon le contexte. Et du coup, ça peut changer, ça peut évoluer en fonction de ce que l'État d'Israël va proposer. Donc c'est un rapport pragmatique. On ne va pas dire que c'est la Géoula, on ne va pas dire que ce n'est pas la Géoula, on va attendre et on va voir comment est-ce qu'on peut agir le mieux dans cette situation. Et donc le rapport à l'Alia sera aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire que si demain l'État d'Israël propose une vie juive bien meilleure, eh ben, on aura beaucoup plus d'orthodoxes de ce monde-ci qui vont pousser à l'Alia. Et en vérité, c'est un petit peu ce qui se passe. Même s'il y a une prudence, beaucoup vont dire que celui qui peut, c'est toujours bien d'être ici. C'est-à-dire que les mots Eretz Israël continuent de faire briller les yeux de tout ce monde-là.